Merci, bonjour à tous. Oui, Guillaume Codbica, je suis chargé de mission à l'Adréal Hauts-de-France. Donc l'Adréal, c'est le représentant régional, direction régionale sur toutes les politiques de l'environnement du préfet, donc représentant de l'État. Donc on m'a sollicité pour parler de la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes. Comme vous le savez, il y a une réglementation européenne. Donc, tout au départ, moi, je vais faire un rappel, c'est vrai que c'est des généralités, hein, mais sur qu'est-ce que sont les EE, hein, donc c'est des espèces qui prolifèrent et qui vont représenter une menace majeure parce qu'elles remplacent nos espèces indigènes, parce qu'elles vont modifier aussi les habitats, altérer le fonctionnement des écosystèmes, mais qui peuvent aussi engendrer des coûts importants sur le point de vue économique et également sanitaire. Donc là, une petite slide un petit peu pour illustrer un petit peu tout ça. Donc, on a certaines espèces qui peuvent être des espèces indigènes. On a des espèces aussi qui sont indigènes, mais qui peuvent représenter, entre guillemets, un peu comme l'ortie, un petit peu une sorte d'envahissement, mais qui sont pour autant des espèces indigènes. Donc là, où nous, on se positionne au niveau de la réglementation, c'est bien des espèces qui ne viennent pas de la région, de notre région biogéographique, et qui vont avoir des impacts. Donc c'est bien des espèces exotiques envahissantes. On a un autre exemple ici, là, comme les processionnaires, qui sont des espèces indigènes. Certes, elles représentent un impact sanitaire, certes, elles peuvent être envahissantes, mais sont des espèces indigènes, donc elles vont être exclues de la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes. Donc comme j'ai dit, les impacts, donc, selon l'UICN, c'est la 3e perte de cause de biodiversité mondiale. Des maladies, des infections, donc l'aspect un petit peu sanitaire que j'ai évoqué, et un coût moyen qui peut être autour de 12 milliards d'euros par an. Donc au niveau des espèces, donc ce qui accompagne la réglementation, c'est aussi des listes d'espèces en fait. Pour pouvoir agir, il faut aussi avoir identifié des espèces problématiques, et pour ce faire, au niveau de la Commission européenne, il y a des listes réglementées qui sont à peu près actualisées tous les 2 ans. Donc aujourd'hui, on en est à 49 espèces réglementées au niveau flore et 65 espèces réglementées au niveau flore, ce qui amène à 114 espèces inscrites sur la liste de l'Union européenne. J'ai pris un petit focus sur ce qu'on a nous en région Hauts-de-France. On est à peu près à une trentaine d'espèces exotiques envahissantes, peut-être un petit peu plus aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Donc la réglementation. Alors la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes, c'est un règlement UE donc de 2014, du 22 octobre, relatif à la prévention, la gestion, l'introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes. Ce que ça a permis de faire, en fait, ce règlement, c'est quand même quelque chose qui est nouveau à l'échelle de l'Union européenne, c'est que ça a permis quand même, autour de tous les États membres, de définir des principes généraux de lutte. Des activités qui vont être interdites, certaines soumises à autorisation, des contrôles, des voies d'introduction notamment, hein, puisqu'on sait qu'avec la mondialisation, c'est un petit peu là aussi que toutes nos espèces et les flux qui sont croissants aussi au niveau des marchandises, que c'est des voies d'introduction pour les espèces, donc c'est aussi une réflexion sur les contrôles des voies d'introduction, des opérations de lutte sur le terrain, donc ça fournit un petit peu un cadre d'action commun au sein de l'Union européenne pour préserver la biodiversité, santé humaine, mais aussi des enjeux sociaux et économiques. Donc on va avoir une gestion des espèces exotiques envahissantes le plus harmonisée possible, on va dire, au sein de l'espace de l'UE. Donc en France, suite au règlement 2014, il y a une stratégie nationale de biodiversité qui a été publiée en 2017, et une loi biodiversité également qui a entraîné des modifications au titre du Code de l'environnement. La réglementation, je reviendrai un petit peu dessus très rapidement après, sur les espèces exotiques envahissantes, ça va au-delà du Code de l'environnement, et puisqu'on a aussi le Code rural et de la pêche maritime qui va concerner certaines espèces, le Code de la santé publique aussi qui va en concerner d'autres. Alors la liste de l'UE, comme je l'ai dit, elle est dynamique, elle est révisée à peu près tous les 2 ans en moyenne.
La première liste, elle date de 2016 et aujourd'hui on est à 114 espèces avec j'y reviendrai un petit peu après, une adoption récente d'une nouvelle liste. La possibilité aussi d'avoir des listes nationales, c'est-à-dire que le règlement de l'UE, il permet aussi à un État membre, s'il le souhaite, d'instaurer certaines règles pour certaines espèces sur son territoire uniquement. Donc ça, c'est quand même c'est quelque chose qu'on a appliqué en France assez récemment, puisqu'on a une liste aussi nationale depuis 3 ans, où on va retrouver certaines espèces comme l'arbre de la pampa qui ne sont pas réglementées au niveau de l'UE. Donc les mesures qu'on retrouve sur le règlement européen, c'est la prévention de l'introduction, donc des restrictions, c'est ce que je dis tout à l'heure, des activités interdites, certaines qui peuvent être quand même soumises à des régimes d'autorisation pour certaines activités comme la recherche ou ce qu'on peut avoir aussi dans la présentation publique. La détection, donc on sait que sur les espèces exotiques envahissantes, la possibilité de lutter et avec une chance d'éradication, c'est souvent une détection précoce, donc l'importance d'un système de surveillance pour pouvoir justement mettre en place des éradications rapides. La gestion des espèces exotiques envahissantes qui sont déjà installées, on sait que pour certaines, malheureusement, la visée d'éradication, elle est quasiment impossible, donc en fait l'idée, ça va être plus d'être dans des mesures un petit peu de détection précoce quand elles arrivent sur un nouveau territoire, et quand elles sont déjà présentes, on va être plus sur des mesures de contrôle pour essayer de limiter au maximum les impacts des espèces exotiques. Alors la liste nationale, en France, je l'ai dit juste avant, on a 6 EE qui sont réglementés. La crassule de Helms, l'arbre de la pampa, le bison d'Amérique, la moule quagga, le crabe bleu, le frelon oriental. Certaines vont être reprises là dans le nouveau règlement de l'UE. Les 5 premières sont présentes dans le milieu naturel à des degrés divers d'émergence, et après le frelon oriental qui lui était présent plutôt sur le littoral méditerranéen mais qui n'était pas encore présent en métropole. Alors la réglementation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le code de l'environnement, mais on verra après pas que. Les articles concernés, c'est le 11 L411.5 à L411.10. C'est la loi biodiversité de 2016 qui a introduit ces modifications dans le code de l'environnement au niveau français, avec des préventions de l'introduction et de la propagation des EE, mais qui cadrent aussi les opérations de lutte. Toute une partie aussi législative en lien avec d'autres articles du Code de l'environnement pour tout ce qui est introduction, propagation. Et également, en France, des opérations de lutte qui peuvent être encadrées dans certains cas par un AP. Donc, l'AP, c'est arrêté préfectoral pris par avis du CSRPN. Alors, le CSRPN, c'est le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. C'est un petit peu le conseil scientifique du préfet au sein de la région. Et en fait, quand certaines opérations de lutte peuvent engendrer ou avoir des impacts sur les milieux ou les espèces non cibles, quand on n'a pas forcément de degré de consensus local, c'est vrai que par moment on veut lutter sur un territoire pour lesquels on n'a pas l'accord des propriétés privées, ou alors quand il y a des raisons de sécurité publique, on va penser par exemple à la lutte l'Ouest d'Égypte en utilisant des armes à feu par exemple. Là, dès qu'il y a une raison de sécurité publique, en fait, la lutte est encadrée par un arrêté préfectoral qui est pris après avis du Conseil scientifique régional. Donc il va cadrer un petit peu, il va donner un peu la durée, les conditions, les produits utilisés, des recommandations, le suivi. Enfin, il va pouvoir encadrer un petit peu tout ce qu'on va pouvoir retrouver dans l'opération de lutte. Alors, en plus des modifications engendrées par la loi biodiversité, il y a aussi 2 arrêtés ministériaux qui cadrent la lutte contre les EE. Un pour la flore, un pour la faune, donc le 14 février 2018. Grosso modo, ils reprennent un petit peu les dispositions du règlement européen, mais ils ont été traduits de cette façon-là, avec des espèces qui ont été classées en 2 groupes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément au niveau européen, mais niveau 1 et niveau 2. Le niveau 1, c'est le niveau le moins restrictif, c'est-à-dire ça va être uniquement le relâché dans le milieu naturel qui va être interdit. Par exemple, pour illustrer, on va prendre la perruche à collier. Il y a interdiction d'introduction dans le milieu naturel. Pour autant, il y a toujours des possibilités de la détenir. Et la flore, par contre, il n'y a pas d'espèce de niveau 1. Faut que je revenir un petit peu sur les différents niveaux d'interdiction. Donc le 1, ça correspond, comme j'ai cité tout à l'heure, à l'article L411.5
du Code de l'environnement, c'est ces fameuses interdictions d'introduction dans le milieu naturel. L'article 2, lui, par contre, enfin l'article L406, pardon, c'est le niveau 2. Là, c'est beaucoup plus restrictif, c'est des interdictions qui vont être cumulées. Introduction, pardon, sur le territoire, y compris transit sous surveillance douanière. Interdiction d'introduction dans le milieu naturel, ça, évidemment, comme le niveau 1, mais aussi toute une série d'interdictions autres qui vont être détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en vente, vente, achat. Donc, à toutes ces espèces qui sont de niveau 2, à terme, c'est des espèces qu'on ne peut plus retrouver, qu'on ne devrait plus retrouver, en tout cas sur le territoire, puisque c'est des espèces qui vont être, enfin, hormis les cas de propagation naturelle, mais c'est des espèces que vous ne retrouverez plus à la vente, que vous ne retrouverez plus à l'achat. C'est des espèces qui sont strictement interdites. Alors, comme je l'ai dit, les œufs peuvent être soumis à d'autres réglementations du Code de l'environnement, du Code rural et de la pêche maritime et du Code de la santé publique. Alors, il y a des arrêtés qui encadrent la chasse pour les espèces. Alors, j'ai laissé nuisibles, maintenant, c'est ce qu'on appelle les ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc, dedans, on va retrouver certaines espèces comme le ramonnard, rat moustier, raton laveur. Il y a aussi toute la réglementation pêche en eau douce qui va encadrer un petit peu des choses sur les écrevisses, grenouilles taureaux, crabes chinois. Les dangers sanitaires, on va retrouver le asiatique, maintenant c'est à John. Ensuite, il y a toute une réglementation sur les organismes nuisibles aux végétaux et animaux, le code rural et la pêche maritime. Les ambroisies qui, elles, sont réglementées non pas au niveau du code de l'environnement et de l'UE, mais qui vont être réglementées dans le code de la santé publique. Et en France, c'est l'agence régionale de la santé qui va suivre un petit peu plus ces espèces-là. La réglementation faune sauvage captive, en effet, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines espèces qui peuvent encore aujourd'hui être détenues, mais les conditions sont dans un autre cadre réglementaire. Tout est encadré avec, on imagine bien, l'impossibilité, un suivi déjà du nombre d'individus présents, le suivi des entrées et des sorties, des transits entre les établissements autorisés, mais également l'impossibilité de... un certain cadre, on va dire, pour vérifier qu'il n'y ait pas de possibilité de fuite des animaux, puisque malheureusement, comme on le sait, notamment pour la faune, certaines espèces qu'on retrouve dans le milieu naturel sont des espèces qui sont échappées de parcs, par exemple. Donc voilà, ça encadre ça. Ce qu'on a aussi en France, on a aussi un centre de ressources national sur les espèces exotiques envahissantes, sur lesquelles qui regroupe toute une série d'experts et qui peut faire différents travaux. Et là, notamment, la réglementation, comme vous êtes déjà en train de le deviner, c'est quand même assez complexe. Et là, en fait, il y a un panorama de la réglementation qui a été produit en mars 2024. J'ai mis le document et le lien si vous le souhaitez. C'est un document qui a été soumis à relecture des différents services de l'État, sur lesquels différents experts ont pu contribuer, et qui permet de balayer un petit peu toute la partie réglementation. Donc voilà, là c'est un peu une slide récapitulative. Voilà, hein, comme je l'ai dit, le règlement, les espèces exotiques envahissantes, elles font l'objet de différentes réglementations, et là vous les avez un petit peu, toutes celles que j'ai citées précédemment. Alors là, sans rentrer plus que ça dans le détail, j'ai voulu évoquer un petit point sur lequel on a régulièrement des questions, c'est tout ce qui est déchets issus de végétaux. C'est vrai qu'on sait que tous ces déchets-là sont aussi des sources avec des propagules de nouvelles plantules et qui sont importants de bien gérer pour éviter la propagation. Alors donc en France, ils sont considérés comme des déchets verts et des biodéchets. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme des déchets dangereux au sens de la réglementation, mais malgré tout, c'est des déchets verts pour lesquels il faut prendre quand même des précautions par rapport à la propagation. De la même façon, il y a un guide qui est sorti, je pourrais vous envoyer le lien aussi, justement pour accompagner un peu tous ceux qui font des chantiers de lutte, que ce soit des entreprises ou dans les milieux naturels, les gestionnaires. C'est pour accompagner un petit peu tout le traitement des déchets de plantes exotiques envahissantes qui sont issus des opérations de gestion. Donc là, c'est de la même façon, c'est un guide qui va donner pas mal de recommandations et qui permet de bien appuyer tous les gestionnaires. Alors souvent, ces déchets-là, on le sait, hein, ils sont en très très grande quantité, donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper le plus possible.
parce que malheureusement il y a quand même une réglementation en lien avec le transport pour éviter la propagation, et ça peut, sur un chantier, engendrer un coût qui va être parfois plus important même que la lutte. Donc c'est important, quand vous avez une opération de lutte, de bien réfléchir à ça dès le départ. Les principaux méthodes de traitement qui sont utilisées, c'est la méthanisation, le compostage industriel, la gestion de proximité avec du broyage, l'éco-pâturage, du compostage, l'incinération en unité de valorisation énergétique, le stockage en installation classée, avec des autorisations de transport qui peuvent être données en fonction du lieu de destination. Donc voilà, j'ai remis le lien ici. Le brûlage, alors ça je l'ai évoqué parce que c'est quelque chose qui revient souvent en fait. C'est une question qui nous revient assez régulièrement. Pourquoi on ne brûle pas? En fait, bon, on imagine tout de suite, hein, c'est par rapport à des questions de qualité, des qualités de l'air. Donc au niveau réglementaire, en fait, ils ne peuvent pas être brûlés à l'air libre, ni être incinérés. Il peut y avoir des dérogations qui peuvent être quand même accordées au titre uniquement des espèces qui sont réglementées. Tout à l'heure, un niveau 1, niveau 2, L411-5 et L406 du Code de l'environnement. Donc il peut quand même y avoir des dérogations. Mais ces dérogations, c'est vraiment encadré très très strictement, et c'est vraiment s'il n'y a aucune autre solution alternative qui peut être abordée, c'est-à-dire que vous êtes à un endroit où c'est compliqué d'amener un camion pour faire le transport, c'est compliqué, enfin voilà, c'est vraiment des règles où le risque de propagation est tel que finalement la propagation, le risque est plus important par le transport que par l'incinération. Alors la nouvelle liste d'espèces exotiques envahissantes, je pense que vous êtes tous informés qu'il y a eu une nouvelle liste d'espèces exotiques envahissantes, et un autre point sur lequel je vais revenir rapidement après, c'est une mesure au niveau du règlement de l'Union européenne qui demande aux États membres de faire un rapportage des opérations qui ont été menées sur le territoire. Alors donc la nouvelle liste, ça a été adopté donc, avec 26 nouvelles espèces qui comprennent 18 espèces animales et 8 espèces végétales, ce qui amène donc à 114 espèces. Ça a été adopté le 17 juillet dernier, donc c'est récent. C'est d'application immédiate, sauf pour 2 espèces, le bison d'Amérique et le castor du Canada, où la réglementation par rapport à certaines activités économiques en lien notamment avec le bison d'Amérique, ça a été décalé, c'est différé de 2 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a aussi la réglementation du bien-être animal qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus d'élevage du bison d'Amérique. Bon, je ne vais pas vous la lister, mais je vous l'ai mis quand même pour que vous ayez toutes les espèces. On voit, il y a du mammifère, il y a des oiseaux, des invertébrés, des insectes, même des vers. Au niveau végétal, comme j'ai dit tout à l'heure, la crassule de l'ANIS qui était réglementée France, maintenant l'est au niveau de l'Union européenne. Voilà, c'est rapidement pour vous illustrer un petit peu, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y en a certaines qui ne sont pas présentes sur le territoire, bien évidemment, mais voilà, comme c'est un consensus, ces listes au niveau des États membres, en fait, voilà, toutes ces questions-là sont abordées c'est étayé au niveau scientifique aussi pour que l'espèce puisse être mise dans la liste de l'Union. Alors le rapportage, très très rapidement, en fait, on nous a demandé un rapportage qui allait sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Uniquement les espèces réglementées, donc, au-delà des opérations de lutte, ce qui était demandé aussi, c'est tout ce qui était inspection des établissements, toutes les autorisations qui sont accordées. Donc en France, sur les 41 espèces végétales actuellement réglementées, il y en a 20 qui ont fait l'objet en France métropolitaine d'opérations de gestion. Alors ça, c'est ce qui est remonté, hein, évidemment, on imagine bien qu'il y a plein d'autres opérations qui sont également menées et pour lesquelles on n'a pas forcément toutes les informations. Ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est un petit peu, le ministère reviendra peut-être un petit peu après aussi, c'est un petit peu tout l'objectif des stratégies aussi, la stratégie nationale qui sont déclinées dans les régions, c'est aussi toute cette mise en relation, de créer tout un réseau d'acteurs pour justement pouvoir partager au maximum toutes ces informations qui sont indispensables. Donc celles qui ont fait l'objet de plus d'opérations qui ont été remontées, c'est le Jussi, le Mireflux de Brésil, le Balsamine de l'Himalaya et la Berce de Caucase. La même chose pour tout ce qui va être faune. Hein,
22 ont fait l'objet en France métropolitaine d'opérations de gestion, 11 qui sont considérées comme émergentes, 11 comme largement répandues, et 19 qui sont absentes aujourd'hui du territoire au niveau des milieux naturels. 540 opérations de gestion qui ont été compilées, celles qu'on retrouve le plus, les Rismaturus, l'Ibis sacré, Ragondin, Frelon asiatique et rat musqué. Donc j'ai mis un petit peu les types d'opérations. Ce qui demandait aussi au niveau du rapportage, c'était un peu quelle opération de gestion a été menée. Donc là voilà, détection, tir, notamment sur les risques nature dans un cadre d'un plan européen. Donc la France est inscrite aussi dans le cadre de ce plan européen par rapport à la sauvegarde des risques nature à tête blanche, c'est un risque fort d'hybridation. Donc le frelon asiatique, le rat musqué, le frelon asiatique qui a eu, enfin pas de jaune, qui a eu quand même une progression assez importante depuis son arrivée en France et qui est maintenant présent quasiment sur tout le territoire. En Haute-France, on va faire un petit focus rapidement. On a recensé 104 opérations de gestion sur 10 espèces. On n'a pas d'établissement autorisé à détenir des espèces de niveau 2. Et les principales espèces, c'est la basanine de l'Himalaya, la Jussie, et puis voilà, pas mal d'autres espèces que j'ai listées là pour lesquelles on a eu aussi des retours. Encore une fois, hein, c'est vraiment une photo de ce qui a pu nous être remonté. Hein. Il y a beaucoup plus de choses qui sont faites, et aussi, ça, c'est uniquement sur les espèces réglementées. Donc pour la faune, 34 opérations de gestion, frelon pas jaune, rat musqué, voilà, des opérations qui peuvent être conduites, hein, on le sait, sur les espèces exotiques envahissantes sur plusieurs années. Et puis tout ce qui est autorisation permis, là on va le retrouver, c'est essentiellement les parcs zoologiques, hein, notamment, qui détiennent des espèces avec les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, éviter les risques de fuite. Alors, pour finir, ça doit être une des dernières, en France on a la stratégie nationale biodiversité aussi, et en fait cette stratégie nationale biodiversité, parmi ces mesures, au niveau de l'État français, ils ont trouvé important aussi d'évoquer une mesure sur les EE. Donc la mesure 10 qui reprend la lutte contre les espèces exotiques envahissantes au travers de 4 actions. L'action 1 qui est travailler le plus possible pour mieux prévenir l'entrée sur le territoire et l'implantation d'espèces exotiques envahissantes, notamment par un renforcement des contrôles, la réglementation de la surveillance. Une action 2 qui va être éviter l'installation et limiter la progression des espèces exotiques envahissantes. L'action 3, coordination des acteurs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les remontées, pour les échanges. Il paraît super important de travailler sur des territoires, hein, il n'y a rien qui s'arrête. La preuve aujourd'hui, hein, les espèces exotiques envahissantes, elles ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc c'est important d'assurer une très bonne coordination de l'ensemble des acteurs, au sein des différents acteurs, mais aussi au travers de nos échanges entre pays limitrophes. Et puis enfin une action 4, parce que on s'aperçoit aussi que beaucoup d'espèces arrivent aussi parce que les gens ne connaissent pas, ne savent pas. Certaines espèces, par moment, ils ne comprennent pas les mesures de lutte, ils disent mais c'est plutôt mignon, le raton laveur est plutôt mignon, la perruche elle est plutôt sympa aussi. Et donc c'est aussi de travailler un petit peu sur la communication sur les EE, travailler aussi sur des projets de recherche, et puis différents outils transversaux qu'on met à la disposition des acteurs sur les EE. Alors, donc ça, je ne vais pas insister là-dessus. Hein. Voilà, ça c'était un petit peu la déclinaison en 2025, donc avec un renforcement des contrôles, un collectif d'intervention et d'animation, mais Melinda viendra peut-être dessus après, et puis des opérations coup de poing et des actions spécifiques qui ont pu être financées dans le cadre de cette stratégie nationale biodiversité.